Alors, bonjour Steph. Moi, ça me fait vraiment plaisir de te voir puisque tu m'as fait l'honneur d'écrire la préface de ton dernier livre, hein, qui est la deuxième version de Psychomarketing. Et je trouve que c'est vraiment un livre très très intéressant dans le monde actuel où on a de la saturation de contenu, on parle d'infocalypse, on a du mal à convaincre les clients parce qu'ils ont moins de budget, ils sont plus informés, ils vont moins te voir. On voit bien que l'inbound marketing est également en baisse et il faut vraiment travailler sur cet aspect vraiment psychologique de la vente, confiance, naissance. Et justement, toi qui es là depuis 20 ans dans le domaine du marketing, puisque je t'ai connu pour la première fois avec la chaîne Stratège Marketing, qui est vraiment pour moi une des références pour tous ceux qui veulent se lancer, apprendre les bases du marketing, parce que tu fais des vidéos qui sont hyper didactiques et c'est vrai que ces vidéos apportent tellement de valeur en si peu de temps que n'importe qui veut vraiment apprendre les bases du marketing, grâce à toi, il a vraiment l'essentiel, en plus simplement expliqué de manière claire. Et je pense que l'IA, avant qu'elle arrive à faire des choses comme ça, il y en aura encore un petit moment. En tout cas, tu apportes énormément de valeur. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, Stéphane? Déjà, merci Fred, c'est un plaisir d'être là sur ta chaîne avec toi. En ce qui me concerne, j'ai passé plus de 20 ans à faire du marketing, hein, plutôt à la base pour des géants comme IBM, Nestlé, Danone, Nespresso, et aussi pour des startups, des scale-up qu'on a vendus à des grands groupes. Puis alors, je fais beaucoup de choses. J'ai notamment une société qui gère justement des plateformes de services web, notamment des plateformes de e-learning, comme tu l'as mentionné, Stratège Marketing, des logiciels en tant que service aussi, comme SameSlot. Et ces plateformes génèrent une audience de plus de 400 000 personnes aujourd'hui, au cumul, hein. Et j'ai aussi publié plusieurs ouvrages et j'agis aussi en tant que consultant pour améliorer la performance marketing d'entreprises qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou qui sont financées par des VC qui veulent réussir. Puis au fil des années, puis de mes expériences, j'ai pu avoir une connaissance assez fine de ce qui fonctionne, mais aussi de ce qui ne fonctionne pas. Et j'ai packagé ces 20 ans d'expérience à décoder en fait ce qui fait vraiment acheter les gens dans une méthodologie unique qui s'appelle psychomarketing. Alors justement, c'est quoi les bases du psychomarketing? Parce que on entend beaucoup parler de la psychologie, on entend parler des neurosciences, et c'est vrai que ça devient de plus en plus important parce que avec l'IA, tu as la possibilité vraiment de faire des publicités beaucoup plus personnalisées, des visuels, de faire de l'A/B testing, d'écrire, faire du copywriting, chose qui était, je trouve, très compliquée et pas à la portée de tout le monde. Quelles sont vraiment pour toi les bases du psychomarketing et comment ça fonctionne? Alors si on prend un petit peu de hauteur sur notre métier, Frédéric, c'est quand même assez Mmh. étonnant de se dire qu'aujourd'hui, on a quasiment finalement un siècle de recul sur le commerce moderne, on va dire post-industriel, puis que malgré ça, aujourd'hui comme hier, la majorité des lancements de produits, des offres commerciales, des promotions échouent, un peu comme si on n'avait pas fait de progrès dans notre domaine. Et c'est vrai que, en vrai, un succès commercial, ça reste quand même une anomalie statistique. Clayton Christensen, qui est un professeur à Harvard, qui a aussi publié plein d'ouvrages intéressants, parle de 95% de lancements commerciaux qui échouent. Ça veut dire qu'il y en a 5% qui réussissent. Donc ça veut dire vraiment que ces succès sont une anomalie statistique. Et moi, j'ai voulu savoir pourquoi et comment améliorer les choses. Puis j'ai en tout cas fait 3 constats. Le premier, c'est qu'il y a plus de 95% des décisions d'achat qui sont prises de manière inconsciente. Mmh. Ça, c'est scientifiquement prouvé, c'est quand même maintenant assez largement reconnu. Puis pourtant, on continue à marketer pour le côté gauche du cerveau. Le deuxième constat, c'est que nous, marketeurs, on n'est pas non plus conscients de nos propres biais et de nos propres limites. Mais ça, on ne le reconnaît nulle part, ni dans la doctrine, ni dans la littérature, ni dans la pratique. Et puis le troisième constat, je pense que tu connais très bien celui-ci, c'est que ça coûte entre 5 et 25 fois plus d'acquérir un nouveau client que de fidéliser un client existant. Et pourtant, que font les marketeurs? La majorité passent leur temps à faire de l'acquisition, souvent parce qu'on leur a enseigné le funnel d'acquisition, et puis ils répètent simplement ça. Et en fait, j'ai voulu améliorer tout ça, ça a été la base du psychomarketing, une méthodologie qui se base en fait sur le fonctionnement du cerveau
pas sur ce que les clients disent vouloir, mais sur ce qui les fait vraiment agir à l'intérieur. Et j'ai voulu créer une méthode qui génère en fait un cercle vertueux parce que la vraie valeur, elle n'est pas dans la première vente, elle est dans la deuxième, la troisième, enfin sur toute la valeur vie client, et c'est là qu'il faut extraire cette valeur. D'autre part, cette méthodologie psychomarketing, elle tend aussi à corriger certaines approches marketing que tout le monde utilise, mais qui, à mon avis, sont soit aujourd'hui désuètes, caduques ou même parfois incomplètes. Je peux te donner quelques exemples. Par exemple, au marketing, la première chose qu'on nous enseigne et puis qu'on fait généralement, c'est de commencer par connaître son client. Mhm. Mais si je vais me renseigner, moi, sur mes clients avec mon optique de marketeur, c'est-à-dire de vendeur, je suis biaisé parce que je ne vois pas le marché tel qu'il est, je vois en fait le marché tel que je suis. Donc, à mon sens, en marketing, il ne faut pas commencer par son client, mais il faut commencer par soi-même, c'est-à-dire reconnaître ses propres biais de perception, limites mentales aussi. Et puis, quand on a cette vue claire sur soi, on est plus objectif après pour aller étudier son marché. Ouais, mais Alors, c'est vrai, j'avoue, hein, quand en fait, j'ai fait un exercice comme ça il n'y a pas très longtemps, on demandait à un commercial, à un deuxième commercial, au directeur commercial, au responsable marketing, qui est le client idéal, et ils te diront que c'est pas, oui, mais c'est très simple, notre client c'est ça, mais en fait le client c'est pas ça. Et là tu dis mais non, mais toi tu m'as dit que c'était ça le client, c'était le grand compte, l'autre c'est non, mais c'est plutôt telle entreprise. En fait, on a tous une vision un petit peu biaisée et parfois qui est polluée par les différents succès. Un commercial qui avait signé un gros client dans le domaine de l'administration disait ah ouais, nos clients ce qui marche le mieux, moi je vois c'est l'administration. L'autre qui dit ah non non nous ce qui nous intéresse c'est plutôt les grosses boîtes qui font ce qui font ça. Et donc, c'est vrai que tu as ton propre biais et parfois, tu as des clients que tu veux avoir, mais qui sont pas forcément ceux qui sont adaptés à ton entreprise ou qui séduisent, en fait, qui sont séduits par ton produit, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, c'est clair. et c'est très difficile de faire ce shift mental. Moi, j'avais un client qui vendait des logiciels qui automatisaient les factures pour des cabinets médicaux. Mhm. Et les fondateurs me disaient, en fait, ils vendaient ça à 49 euros par mois. Enfin, c'est des francs en Suisse, mais c'est des Ouais. euros, là, puisque je suis suisse. Mais bon, bref, le logiciel était super bien positionné, pas de concurrence. Puis moi, je leur disais, OK, mais est-ce que vous avez essayé de doubler vos prix? Alors forcément, ça a donné des réactions un peu... Mais tu n'y penses tu n'y pas! penses pas, voilà, exactement. Mais non, mais bien sûr qu'ils ont pas essayé de faire ça. Ils m'ont répondu de facto que ce serait trop cher pour leurs clients, que c'était impossible, etc. Et finalement, on a quand même, à force de conviction, augmenté leurs tarifs à 69 euros. Ils ont gagné 40% de chiffre d'affaires. Il y a certes eu quelques clients qui n'ont pas suivi, mais grosso modo, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'eux, ils avaient des limites mentales sur leurs tarifs Ouais. et des limites mentales qu'ils ne voyaient pas. Et donc, encore une fois, il faut faire sa propre introspection avant Mais de dresser alors, je son te rejoins à prospective. 100%, puisque en fait, on a ses propres. En fait, à un moment donné, je me suis penché sur le rapport à l'argent. Et le rapport à l'argent, en fait, on voit bien qu'on est limité. Et souvent, les gens qui se disent, qui ont de l'argent, en fait, finalement, s'ils ont plus d'argent, ils le dépensent plus. Ou alors, ils ont une limite, tu n'arrives pas à vendre plus cher. Et le fait de vendre plus cher un produit, c'est souvent compliqué. Alors que tu peux te dire, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux faire une version plus chère. Et souvent, c'est ce qui est le plus simple. Tu ne nies pas ta base installée, tu laisses ton produit standard et tu crées une version un peu premium. La base simple, tu ne bouges pas trop ou tu l'augmentes. Ou quand chez Ciel, moi j'ai travaillé, on a travaillé sur un produit qui s'appelait Devis Facture, qui était une version très light du produit principal et qui a été un succès phénoménal sur le marché. On a totalement éduqué le marché. Et c'est vrai que des fois, tu disais, mais est-ce que les gens vont vraiment acheter un logiciel qui fait que des devis et des factures? Et bah, finalement, oui, c'est devenu le standard du marché. Et ça, c'était assez fou. Donc, ces limites psychologiques, tu les as souvent en fait quand c'est des gens qui sont fondateurs, des gens qui ont été là depuis très longtemps et qui pensent savoir ce que veulent le client. Et ça, c'est vrai Exactement. que c'est un biais vraiment très important. Et comme tu dis, un consultant comme toi qui arrive avec une vision extérieure et qui dit, mais pourquoi vous faites pas ça? Et là, tu dis, ah ouais, mais j'y ai pas pensé parce que c'était pas dans mon schéma. Ou alors, c'est des gens qui disent, non, mais les gens n'achèteront jamais à ce prix-là. Alors C'est que ça, finalement, voilà, c'est ça. exactement.
Ensuite, en marketing, quand on dresse le portrait de son client, généralement, on va faire un avatar client. Mhm. En psychomarketing, on va aller un peu plus loin, puis on va se dire, OK, on va dresser le portrait client, mais on va prendre le plus sceptique des clients. Parce que finalement, qui peut le plus peut le moins. Donc, si on arrive à convaincre les sceptiques, ce sera beaucoup plus facile de persuader tout le monde. Et dans le livre, il y a des canevas pour ça aussi, mais la clé, c'est de connaître extrêmement bien, se connaître soi, mais aussi ses clients. Et Mhm. souvent, les gens là-dessus, ils restent quand même pas mal en surface, mais c'est pas suffisamment juste de dire, mon client, il aime les montres de luxe. Il faut aller plus en profondeur, et pour ça, on peut utiliser la méthode des 5 pourquoi de Toyoda, le Oui. fondateur de Toyota. C'est une méthode qui a été popularisée par Taishi Ohno, un de ses ingénieurs. En fait, on pose 5 fois la question pourquoi de suite pour approfondir. Pourquoi aime-t-il les montres de luxe? Parce qu'il veut montrer qu'il a réussi. Pourquoi il veut montrer qu'il a réussi? Parce qu'il vient d'un milieu modeste, il souhaite exposer sa réussite professionnelle. Pourquoi est-ce qu'il souhaite exposer sa réussite, etc. Et comme ça, on va vraiment profond dans les motivations de la personne et on arrive à détecter peut-être l'insécurité qui motive la décision d'achat. Et c'est ça qu'on va pouvoir utiliser ensuite dans la méthodologie du psychomarketing, dans la spirale de valeur et de persuasion. Ouais, et je trouve ça très juste parce que là, tu vois, ce matin, je me suis levé très tôt comme tous les jours maintenant. J'ai vu une vidéo très intéressante sur le lancement de la nouvelle Twingo en France et ils indiquaient justement que Renault surfait sur ce revival avec la 4L, la nouvelle Renault, Twingo, etc., etc. Et que c'était en fait le designer, c'était basé en fait non pas sur le design annuel mais le sentiment qu'il allait donner. Et la Twingo c'était ça, c'était le bonheur, la joie, avec des couleurs originales, avec une voiture qui a une calandre qui fait un sourire et tout ça. Ils disaient voilà, ils ont remis en fait cet esprit-là et ils vendent l'esprit, ils vendent de la joie, ils vendent pas juste une voiture. Et je trouvais que ça qui était intéressant, mais en même temps, c'est un peu ce que tu soulignes, c'est que quand tu fais ça, tu te bases sur le passé, mais tu ne penses pas à l'avenir. Et il disait, mais ok, c'est bien, Renault a travaillé sur ces voitures iconiques et a ressorti ces voitures-là, mais là où Renault a vraiment réussi, c'est quand il a vraiment fait une innovation de rupture avec, par exemple, l'espace qui était arrivé ou d'autres voitures. Et c'est ça, en fait, qui manque parfois aussi. Casser cet esprit et oser remettre en cause. Et c'est vrai que la spirale marketing et le psychomarketing, je trouve que l'aspect spirale de la persuasion vient tout à fait là-dedans. Alors justement, est-ce que tu peux nous... Alors là, c'est pour Renault, c'est un petit peu moins vrai parce que la spirale de la persuasion, elle est un peu plus longue, on n'achète pas des voitures aussi, de manière aussi régulière. Néanmoins, je trouve qu'elle est importante. Et c'est vrai que là, je vais faire une petite publication LinkedIn dans pas longtemps sur le meilleur vendeur de voitures du monde que tu connais, Joe Girard, avec son petit... Alors, je te laisse peut-être en dire deux, trois mots, parce que lui aussi, est-ce que pour toi, Joe Girard a utilisé des techniques de psychomarketing dans sa technique? Parce que lui, son petit secret, c'était d'envoyer tous les mois cette fameuse carte postale à ses contacts. Je crois qu'il en était à 13 000 à la fin, tous les mois ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça serait pour toi une technique de psychomarketing ou de la spirale de valeur? Là, on est dans d'autres choses. On est donc, non, pas forcément. Non, non, non. Alors lui, en fait, il a compris avant tout le monde qu'il fallait maintenir une relation privilégiée avec Mm. ses clients. Il connaissait la date d'anniversaire de ses Ouais. clients. Il était assez impressionnant pour tout ça. Il avait aussi une mémoire phénoménale, il faut dire ce qui est, hein. Donc c'était une autre époque aussi. Donc c'est bien sûr quelqu'un qui, on peut dire qu'il a appliqué la phase de récurrence du psychomarketing, Mm. mais il l'a fait de manière, enfin, c'est en maître, et il l'a fait spontanément en plus. Ouais. C'est-à-dire que c'était dans sa nature, c'est pas quelque chose qu'il a. Enfin, Ouais, il était dans le relationnel. Alors justement, si on revient sur la spirale de valeur, explique-nous le principe qui est au cœur de cette stratégie qui je trouve vraiment très intéressante parce que elle servira quel que soit le secteur d'activité et dans le B2B, là où je travaille, je trouve que ça prend encore plus de sens. exactement. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que le tunnel d'acquisition, le funnel, c'est efficace, ça marche, on le sait, mais par contre c'est incomplet et puis un peu trompeur parce que ça pousse les marketeurs à se focaliser plutôt sur l'acquisition et il ne se passe plus rien après la conversion.
En fait, on recommence le processus pour récupérer d'autres clients. Et donc, au cœur de l'approche de psychomarketing, il y a la spirale de valeur et de persuasion, qui est un système en 7 étapes qui guide le prospect de l'état de parfait inconnu jusqu'à celui d'ambassadeur fidèle. Et pourquoi spirale de valeur et de persuasion? Parce qu'on apporte de la valeur avant de persuader. En réalité, le prospect, c'est lui qui va s'auto-persuader grâce à la valeur qu'on lui apporte. Et pourquoi une spirale? Eh bien parce que, en fait, la spirale représente quelque chose qui grandit à l'infini, potentiellement. La spirale représente la relation qu'on va nouer avec le prospect, puis avec le client, qui grandit elle aussi, et la valeur vie client qui va elle aussi se prolonger. Et grâce à la spirale de valeur et de persuasion, on va créer comme ça un cercle vertueux qui s'auto-alimente. En fait, cette spirale a 7 étapes. Je vais peut-être juste les citer, puis peut-être les décrire après. Ouais. Donc, il y a la pré-influence qui est la première étape. La deuxième étape, c'est l'attraction. Ensuite, on a la transformation, l'engagement, la totalisation, la transaction et la récurrence. Et après, la spirale continue, recommence. Donc, si on prend ces 7 étapes, la toute première, c'est la pré-influence. Et cette étape est importante, elle consiste à convaincre la personne avant même qu'elle n'ait eu le moins de contact avec le prestataire. Donc tu vas créer une bonne réputation qui va te suivre, et il y a des techniques subtiles pour y parvenir. Par exemple, un exemple relativement récent, c'est OpenAI, donc l'éditeur de ChatGPT. L'année dernière, en 2024, il a fourni à quelques artistes triés sur le volet, c'était en mars 2024, il y avait Paul Trio, Don Stevenson, etc., des artistes connus. Et au fil des mois, en fait, ces artistes sont vus remettre un accès à Sora, qui est un nouvel outil de création vidéo. Et ils ont fait des magnifiques œuvres avec Sora qu'ils ont distillées auprès de leurs audiences pendant des mois, depuis mars jusqu'à décembre. Et comme ça, Sora a gentiment pris de l'essor, est devenu connu. Les gens étaient étonnés finalement des performances de ce logiciel d'IA. Et en décembre 2024, quand OpenAI a enfin lancé Sora, le produit était déjà largement connu, attendu, puis l'engouement a été à la hauteur de la campagne de pré-influence qui a été orchestrée en amont. Donc ça, c'est un exemple de pré-influence, mais il y en a d'autres aussi. Il y a eu aussi, en 2023, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais le prince Harry avait sorti ses mémoires qui s'appelaient Le Suppléant. Alors c'était drôle parce que l'ouvrage, il a paru, sauf erreur, le 10 janvier 2023, mais il était secret. Il était si secret que les livraisons aux librairies devaient se faire à la dernière minute. Mais quelques jours avant, en raison d'une fuite à la version américaine du journal britannique Guardian, qui a pu se procurer un ouvrage, ils ont publié en avance de phase les passages les plus croustillants du livre. Alors, est-ce que c'était... ça a fait un buzz planétaire, hein, mais forcément, je doute que ce ne soit pas orchestré, mais c'est un bon exemple aussi de pré-influence. Et puis, on peut s'appuyer aussi dans la pré-influence sur les ambassadeurs qu'on a créés. Si des gens sont devenus des ambassadeurs grâce aux produits qu'on leur a mis, qu'ils utilisent, à ce moment-là, on peut les enjoindre à faire de ce qu'on appelle des UGC, des User Generated Content, et ça va alimenter automatiquement la phase de pré-influence de la spirale. Puis aussi la possibilité de faire la publicité sur des plateformes sociales, ça reste d'actualité évidemment, et là encore, en psychomarketing, il faut essayer de capter l'attention du prospect le moins attentif. Parce que si on arrive à faire ça, forcément tous les autres seront aussi, eux, attentifs, qui peut le plus, peut le moins, encore une fois. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, dans mon domaine des logiciels de gestion des relations clients, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur cette partie persuasion en poussant du contenu, que ce soit du webinaire. Alors justement, on utilise des plateformes comme par exemple Webikio qui poussent sur toute leur base en entier, qui est différente de la nôtre. Sur nos webinaires, on pousse sur les réseaux sociaux, on fait intervenir même des gens qui ne sont pas nos clients, qui interviennent. Et c'est vrai que
Comme ça, en fait, tu crées une image d'expertise. Et je l'ai fait Exact. également quand j'ai travaillé, quand je suis arrivé dans le domaine de la relation client il y a à peu près une dizaine d'années de ça. Je travaillais plutôt dans le domaine de la comptabilité, du CRM. Et c'est vrai que j'ai commencé par faire des interviews de professionnels. Et c'est vrai que ça m'a donné tout de suite une crédibilité sur ce secteur. Et là, je vois que beaucoup de gens qui cherchent justement à gagner en visibilité sur un secteur font ces interviews-là d'experts. Et moi, par exemple, quand j'ai sorti mon bouquin sur la déconsommation, bah, j'ai essayé d'interviewer des experts reconnus. Et c'est comme ça, en fait, tu te rends compte que les gens qui sont experts sont pas si inaccessibles que ça. Et quelque part, quand là, par exemple, Vincent Mignereau, Laurent Testo, qui sont des experts, je dirais pas c'est des gens Marc Jancovici, mais c'est des gens un petit peu dans le deuxième niveau. Il y a les stars, influenceurs stars, c'est pas des micros, mais c'est plutôt des macro influenceurs. Et c'est vrai que quand tu es reconnu auprès d'eux, tout de suite, là, tu gagnes vraiment de la notoriété. Et j'ai même réussi à faire un webinaire avec ces influenceurs. Il y avait Loïc Simon qui travaille beaucoup dans ce domaine-là, même si c'était avant sur le social selling. Il y avait moi, il y avait Laurent Testo, il y avait Vincent Mignereau. Et quand tu te mets à leur niveau, les gens se disent, mais c'est qui ce gars-là qui parle à leur niveau-là? Donc c'est gagner ce statut d'expert. Là, cette persuasion, cette persuasion, comment tu l'appelles exactement cette Moi, phase? je l'appelle la pré-influence, mais c'est La c'est vrai qu'il y a aussi pré-influence. la persuasion, qui est un concept de Cialdini d'ailleurs, qui est Ouais. intéressant aussi. Là, ce dont tu parles, ce dont tu parles, c'est intéressant parce que c'est un autre concept qui est en fait le transfert d'autorité, Mhm. d'experts aussi qui peut se faire. Donc, c'est tout à fait également une technique, Un levier. un levier, tout à fait. Alors la deuxième étape de la fameuse spirale de la valeur. Alors dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu dois faire la deuxième étape? Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois on a pré-influencé ce qu'on appelle un suspect? C'est pas encore un prospect parce qu'on n'a pas ses coordonnées. On passe à l'étape d'attraction et là, en fait, il s'agit d'offrir de la valeur. Et cette valeur, moi, je l'appelle un appât aimant à prospect. Et Mhm. qu'on va échanger en échange de ses coordonnées. Coordonnées. Mais il faut un appât aimant à prospect qui soit en rapport avec l'offre que tu feras plus tard. Et cet appât à prospect a aussi pour but de préqualifier et de préconditionner la Mhm. cible. Et idéalement, ce qu'il faut faire, c'est que cet appât doit être de la valeur offerte en avance, en fait, une sorte de résultat prématuré. Et le mieux qu'on puisse faire là, dans cette étape, c'est d'offrir un échantillon de ce qu'on sait faire de mieux. Mhm. Euh, alors évidemment, on peut faire télécharger un livre blanc, mais je ne sais pas quelles sont tes expériences avec les livres blancs, mais Alors aujourd'hui, le il faut livre réfléchir un blanc, peu plus loin que ça, hein. ouais, bah, en fait, moi, ce que je constate, alors, et je te partage une réflexion qu'on a fait cet été, c'est que les gens, en fait, veulent de moins en moins des contenus longs et complexes comme les livres blancs. Pourtant, on y apporte beaucoup de valeur. Par contre, nous, ce qu'on a remarqué, ça a été le raz-de-marée cet été, c'est qu'on a fait un cahier d'été. Un cahier d'été, et là, tous les gens, on avait des petits jeux, on avait des petits travaux, des petits machins, et là, ça a été un succès, ça marchait beaucoup mieux que tous nos autres livres blancs. Et ce qui marche bien également, c'est ces petites checklists. Ça, c'est vrai que ces petits contenus qui sont faciles à lire, qui prennent pas beaucoup de temps, marchent bien. Et à l'opposé, ce qu'on fait nous, on essaye d'événementialiser avec, par exemple, un gros événement où on fait venir beaucoup de speakers. Mais là, c'est devenu plus compliqué puisque c'est vrai que l'attention est plus compliquée, les gens sont quand même plus sous pression pour dégager du résultat. Donc, faut vraiment apporter de la valeur, faut vraiment expliquer le pourquoi. Mais ces petits contenus simples sont bien efficaces. Eh ben, c'est intéressant le cahier d'été et tu vois, en fait, ça revient à ce qu'on disait avant. C'est que peut-être en tant que marketeur, on pense que la valeur, elle est dans le volume de données qu'on va donner, un Mm. livre blanc avec plein de pages, etc. En réalité, la valeur, c'est dans la rapidité avec laquelle la personne va pouvoir utiliser cet appareillement à prospect et se transformer et atteindre un résultat avec. C'est ça finalement la valeur et c'est tout à fait un bon exemple, les checklists également. L'Oréal, par exemple, eux, ils proposent une application qui s'appelle Skin Genius, qui te permet de scanner ta peau pour savoir ton Mhm. type de derme. Et puis derrière, bien sûr, ils proposent des produits. Et toi, tu as un scan de ton derme, mais pour ça, il faut télécharger l'application, saisir ses coordonnées. HubSpot, eux, ils proposent une évaluation gratuite de sites Internet. Mhm. Sur Stratège Marketing, je propose un outil marketing gratuit chaque semaine. Bref, il y a tout plein d'appâts aimants à prospect Un prospect. possible. Et ça, le but, c'est de transformer en fait un suspect en prospect. Ensuite, on passe à l'étape de transformation. À ce moment-là, on a les coordonnées du prospect et on va
on fait éveiller son intérêt, possiblement un intérêt marqué pour le produit qu'on vend. Et pour ça, il faut juxtaposer l'état actuel du prospect avec sa peine, sa douleur, Ouais. et faire contraster ça avec l'état amélioré dans lequel il sera lorsqu'il aura bénéficié du produit ou du service qu'on lui vend. Et donc, on ne vend pas un briquet, on vend la flamme, on ne vend pas la perceuse, on vend le trou. Bref, Apple ne vend pas un téléphone, il te montre la version créative, connectée, stylée de toi-même. Et donc, il s'agit de scénariser, de positionner le produit ou le service pour montrer cette transformation et comment elle s'opère sur le prospect. Il faut réussir à faire vivre cette transformation à travers des contenus et à lui montrer aussi que c'est possible pour lui, en fait, et que c'est facile. Donc, il faut aussi réussir à déjouer les obstacles et tous ces on va dire, les objections qu'il pourrait avoir à ce stade. Oui, ouais, c'est vrai. L'étape d'après, c'est l'engagement. Donc là, on va impliquer émotionnellement le prospect. On va utiliser pour ça des récits, des histoires, des légendes. Mais là, le héros de l'histoire, c'est pas le produit, c'est le client. Il faut lui raconter une histoire dont il est le héros. Et puis le produit, c'est en fait son épée, si on veut. Nike, par exemple, parle jamais de semelle ou de crampons. Il parle de dépassement de soi. Vous êtes l'athlète, etc. Harley-Davidson, eux, ils vendent pas des motos, ils transforment en rebelle sur la route, Frédéric, tu vois. Hein. Ou alors, Red Bull, qui est une boisson énergisante, eux, ils te donnent des ailes pour dépasser tes limites. Moleskine ne vont pas des carnets. D'ailleurs, ils arrivent à vendre cher, en fait, l'idée que tu écris dans le même objet que Hemingway ou Picasso, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment d'émotionnaliser le produit ou le service à travers une histoire. Puis ensuite, on arrive à l'étape de tantalisation, où là, le but, c'est de faire monter le désir à son paroxysme. Alors, psychologiquement, un objet convoité est toujours plus désirable lorsqu'il semble à portée de main et qu'il reste inaccessible. Si on se trouve, par exemple, chez un concessionnaire auto, puis que on est séduit par un véhicule, puis que le vendeur nous dit « Ah il n'y a plus qu'un exemplaire en stock avec vos options préférées, monsieur. » Et puis d'ailleurs, il faudra compter 5 mois pour le prochain arrivage. Peut-être qu'il y aurait une hausse des prix en raison du changement d'année fiscale. Ah, puis un autre client qui s'y intéresse aussi doit me confirmer son intérêt demain. Et là, le désir pour le véhicule va devenir beaucoup plus important. L'idée, en fait, derrière la tantalisation, c'est de montrer aussi que tout le monde ne peut pas avoir le produit. Par exemple, Hermès a une liste d'attente de 2 ans pour un sac Birkin à plusieurs milliers d'euros. Et puis pourtant, les gens se bousculent pour essayer de les obtenir. Puis quand on a passé toutes ces étapes, on passe à l'étape de transaction. À ce moment-là, le but, c'est de déclencher l'acte d'achat. Et franchement, si tout le reste a été fait comme il faut, c'est ça, une simple balade. Mais s'il y a besoin de persuader encore, il existe des techniques qui sont d'ailleurs aussi décrites dans le livre. Par exemple, en matérialisant le coût de l'effort annexe, montrer au prospect la valeur cumulée de l'utilisation répétée du produit, puis de le juxtaposer avec autre chose de similaire. Si je dis par exemple, au lieu de passer 2 heures en institut de beauté et de dépenser X, utiliser simplement notre crème pendant 1 semaine et dépenser le 10e de X, là, ça devient intéressant en termes de transaction. Ouais, mais c'est vrai que moi j'aime toujours dire, alors je le fais un petit peu moins maintenant, à l'époque quand je vendais un logiciel de CRM, je disais: «Bah, voilà, le CRM, c'est 30 € par mois. 30 € par mois, c'est 1 € par jour. Est-ce que vous n'êtes Exact. pas capable de mettre le prix d'un café pour aider vos commerciaux à être plus efficaces?» Et là tout de suite les gens se disaient: «Ah bah, ouais, bah oui, un Mm. 1 €, un café par jour, bah, je peux quand même investir un café par jour quand même». Exactement. Ou Et le puis, prix, des fois quand je dis 25 balles, alors le livre, 25 €, c'est le tarif de ton livre à toi. 25 €, c'est même pas le prix d'un McDo ou d'un resto en solo. Est-ce que vous pouvez pas investir 25 € dans ce livre-là, c'est même pas le prix d'un restaurant et vous allez pouvoir développer vos ventes, quoi. exactement. Et puis après, il faut diminuer le plus possible les frictions à l'acte d'achat. Amazon fait ça très bien avec ses ventes en un clic. Aucune friction, il suffit de cliquer et puis tac, c'est acheté. Des fois, ça va même trop vite, on a l'impression qu'on a acheté le truc, alors que. Et puis augmenter la valeur du panier avec des ventes subséquentes également. Et puis à la fin de cette spirale de valeur et de persuasion, il y a l'étape de récurrence qui est, on peut dire, la Oui. plus importante, puisque à ce stade, on fidélise
le client et le but, c'est de le transformer en ambassadeur. Donc, on va continuer à lui apporter de la valeur à travers cette relation privilégiée qu'on noue avec lui. Et il y a aussi plusieurs techniques, dont une, c'est la réassurance, qui est très connue comme étape de réassurer le client une fois qu'il a fait sa commande. Mais on peut aller plus loin encore, parce que finalement, quand un client a acheté un produit, peut-être qu'il ne connaît pas l'ensemble des avantages du produit. Donc, il faut Mhm. continuer à lui vendre ses avantages, même s'il est déjà client, mais il faut lui montrer comment il peut mieux utiliser le produit, l'éduquer sur les fonctionnalités qu'il ignore, lui donner des conseils. Et ça, les entreprises ne le font pas toutes. Ah, Qui mais a je suis d'autres? d'accord avec toi, parce que je te donnerai un cas hyper simple et qui est arrivé hier. On a vendu un logiciel de centre de contact à un très gros magasin une chaîne de distribution d'optique en France. Et c'est vrai que waouh, nous, il y avait la tension qui était montée, montée, montée au niveau des commerciaux. Et puis là, on a vendu. Rouch, c'est redescendu. Par contre, chez le client, c'est l'inverse. La tension était baisse et Exactement. maintenant, waouh, elle est au plus haut. Et puis, le gars que je connaissais qui travaillait dans cette grande marque de distribution me dit, bon alors, quand est-ce qu'on met en prod? Parce que là, ben, on doit être en prod en fin janvier, là, où c'en est? Et c'est vrai qu'on me disait, moi, t'inquiète pas, on va mettre ça en production, on va organiser la réunion de lancement et tout ça. Sauf que pour eux, c'était super important. Et là, tu te dis, ah oui, c'est vrai que on ne prend pas en compte suffisamment l'émotion du client en disant, bah, merci de votre confiance, on va faire ci, on va faire ça, et tout de suite lancer directement les bonnes réunions et la personne dit, je suis en de bonnes mains. Et au lieu de se dire, Exactement. bon alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Super exemple. Ouais, c'est exactement ça. Les deux émotions, l'une du client qui augmente et l'autre du vendeur qui baisse, alors que ça devrait être concomitant finalement. Après, il y a d'autres techniques comme le cadeau invisible, créer la surprise chez le client, une petite attention inattendue de temps en temps suffit. En fait, il n'y a même pas besoin de mettre beaucoup de valeur ou de faire une surprise chère. En fait, la valeur, elle est dans la surprise, dans l'effet de surprise. Pourtant, il y a peu d'entreprises qui prennent le temps de faire cette pratique. Ouais, mais je On suis d'accord peut, avec toi. Moi, je suis un gros fan de l'effet waouh. L'effet ouais, waouh, pour moi, c'est de se dire, mais comment tu vas surprendre positivement ton client? Et justement, parce que trop de gens se concentrent sur le parcours client en supprimant, en fait, ces petits points noirs, ce qui va pas. Et sauf qu'ils travaillent pas sur le waouh qui va dire, mais pourquoi je reste avec cette marque? Et c'est vrai que je me souviendrai toujours quand j'ai acheté l'appartement dans lequel je suis actuellement, c'était à 7 ans, 7 ans, 8 ans. Et donc, en fait, on a été passé par Century 21. Et c'est vrai que Century 21, quand tu vas dans leur boutique pour acheter, enfin leur boutique, leur magasin pour parler en fait de l'achat immobilier, bah déjà ils ont des petits crayons pour les enfants, ils ont des dessins pour les enfants, et les enfants quand tu es là, en fait tes enfants ils sont pas en train de brailler, t'es pas obligé de leur mettre le mm, téléphone, déjà tu as, un sentiment positif parce que le conseiller te dit bah attendez, voilà ça pour vos enfants, etc. etc. Et ensuite quand tu as acheté le produit, donc le vendeur il est toujours là chez le notaire pour t'accompagner, donc il te laisse pas tout seul en disant hey, c'est bon, c'est vendu, débrouille-toi. Et quand tu rentres chez toi, tu as une bouteille de champagne qui est sur la table, tu as un petit mot écrit, je crois qu'il y avait même un porte-clés, et un mot écrit qui dit bah, profitez bien de votre logement, etc., etc. Alors moi je savais ce qu'il faisait, donc je savais qu'il allait avoir la bouteille de champagne derrière, parce que je connaissais à l'époque le dirigeant, je crois que c'était Laurent Devignon, qui est malheureusement décédé d'une crise cardiaque là, il y a quelques temps, mais je savais qu'il y allait ça, mais quelqu'un qui arrive à la maison, qui ouvre la porte, qui dit ah il y a une bouteille de champagne, machin, et c'est la recommandation. On parlait tout à l'heure de Joe Girard, le meilleur venteur de voitures, c'est un petit ça aussi, c'est ce petit geste en plus qui va faire exact. la différence. Voilà. Ok, bah Ouais, très ouais. très bien. C'est vrai que si les enfants sont heureux, les parents le sont aussi, puis ils ont bien compris le truc. Ce que font aussi certains restaurants, très bien d'ailleurs. On peut aussi créer un champion, hein, c'est-à-dire on va transformer le client en champion du produit. Il a la connaissance du produit, il faut le valoriser, le mettre en avant. On peut faire des études de cas, par exemple. Mhm. Avoir un champion du client, enfin du produit dans une entreprise, ça se fait aussi beaucoup en B2B. C'est très important parce que ça va être l'ambassadeur du produit dans l'organisation. Donc l'idée, il y a plein d'autres tactiques encore, des Ouais, dans ton techniques, livre. pour continuer à maintenir cette relation privilégiée avec le client, la relation de confiance qui doit croître en apportant toujours plus de valeur, mais un peu désintéressée, parce que quand même, le but, c'est de la satisfaction du client. Et puis si on a cet objectif en ligne de mire, le reste va suivre. Les gens qui achètent ce livre Psychomarketing, par exemple, peuvent télécharger des bonus. Mhm. Ensuite, ils reçoivent des conseils et astuces de psychomarketing gratuits dans leur boîte email. C'est un autre exemple aussi. Et puis,
puisqu'il est ravi, ce client va à un moment donné spontanément parler autour de lui, et là, on obtient de la pré-influence gratuite, la boucle est bouclée, le cercle vertueux en action, et la spirale de valeur et de persuasion, elle peut continuer, tourner, et puis produire en fait ses effets positifs sur le business. Ouais. Alors justement, on parle de ton livre depuis un petit moment, donc là c'est la V2. Donc moi qui ai écrit plusieurs livres, je sais que les V2, vraiment, on les enrichit, on les améliore. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les 280 pages, je crois, 270 pages du livre, 269 pages du livre? Qu'est-ce que tu as rajouté de neuf parce qu'il était déjà très complet? Ouais, merci. Alors, en fait, en général, j'avais reçu des retours très positifs de la première édition qui présentaient en fait la méthode et ses outils. Mais la demande qui m'était souvent faite, c'est mais comment en fait on applique dans différents cas d'usage la méthode. Et moi, j'ai aidé passablement d'organisations, d'entreprises à appliquer la méthode. Et donc, dans cette nouvelle édition, c'est le fruit de mes expériences terrain, surtout, que j'ai Ouais. ajouté dans un nouveau chapitre qui montre comment appliquer le psychomarketing dans 3 domaines, contextes spécifiques. Un, c'est tout ce qui est B2C, donc biens de consommation, Mhm. business to consumer, qui cible les consommateurs. L'autre, c'est tout ce qui est produit B2B, business Ouais. to business, destiné à des entreprises. Et puis les logiciels SaaS, donc software as a service. Parce qu'il y a quand même des nuances dans ces étapes. C'est les mêmes étapes, mais il faut les adapter. Par exemple, dans le B2C, on sait qu'on est sur des achats souvent plus d'impulsion émotionnelle, rapide. Le défi, c'est de créer un système qui génère de la confiance instantanée puis qui déclenche l'action. Donc, on va adapter la spirale de valeur et de persuasion. Dans le B2B, on n'est pas dans un marché de volume, on a des cycles de vente qui sont plus longs. Souvent, on doit interagir avec plusieurs personnes, dont l'organisation qu'il faut convaincre aussi, parfois même un département spécialisé dans les achats. Il faut donc convaincre toute une équipe et dans cet univers-là, on ne va pas vendre des machines, des équipements ou des services, mais des solutions qui Mhm. s'intègrent dans la chaîne de valeur des clients pour les aider à atteindre des objectifs commerciaux. Donc, on va garnir cette spirale de valeur et de persuasion d'autres outils comme l'account-based marketing pour identifier puis cibler des comptes à fort potentiel, le total cost of ownership, donc le coût total de la possession, le land and expand, etc. Et puis dans le SaaS, là encore, il faudra adapter cette spirale de valeur et de persuasion Ouais. pour conduire sur une démo du produit à un moment donné, mais qu'on ne va pas appeler comme ça. On ne va pas l'appeler démonstration du produit, c'est pas très sexy. Par exemple, WebEngage, eux, ils proposent à leurs suspects de découvrir comment créer des expériences hyper personnalisées sur tous leurs canaux. Ils ne parlent pas de faire une démonstration. Et puis ensuite, il y a un déroulement spécifique dans cette séance de démonstration qu'on ne qualifie pas comme ça, qui va permettre de rendre le prospect attentif et puis l'orienter subtilement sur la solution, sur la base du problème qu'il a lui-même énoncé au début de cette séance de démonstration. Et tout est décrit en fait en détail dans le livre. Donc c'est ça que j'ai principalement ajouté, puis après il y a des petites corrections par-ci par-là, comme dans toute réédition. Ouais, je crois que tu as aussi intégré l'IA, puisque l'IA est devenue incontournable. On en parlait lors de la préparation. Pour la partie copywriting, par exemple, c'est devenu assez fabuleux ce que fait l'IA. Même analyser des landing pages, analyser des emails. Alors, justement, est-ce que l'IA peut aider un débutant à appliquer la fameuse spirale de valeur? Je me suis beaucoup posé de questions avec l'IA, pour être franc avec toi. Et je me suis mis à retravailler cet ouvrage, je me suis demandé ce qui avait vraiment changé, parce que la première édition, peut-être juste pour spécifier le contexte, c'est sorti début 2022, il n'y avait pas encore d'IA générative grand Mhm. public à l'époque. Et en fait, finalement, tous les concepts du livre continuent à s'appliquer de la même manière qu'à l'époque, simplement parce qu'on s'adresse à des humains, puis que les humains, comme il y a 1000 ans, comme dans 1000 ans, ont les mêmes réflexes, besoins profonds, IA ou pas IA. Maintenant, on peut s'appuyer effectivement sur des outils IA. Il y a une liste d'outils qui est à disposition des lecteurs du livre également pour les aider à appliquer la spirale de valeur et de persuasion. Donc ça fait partie aujourd'hui, je dirais, de la boîte à outils du marketeur, et on serait bête de s'en passer, sachant tout ce que ça peut faire. Non, mais c'est vrai que l'IA peut appliquer des idées. Après, bien sûr, il faut
il faut soit en fait se dire je cherche des idées et je les applique, soit au contraire on prend ses propres idées, on les donne à l'IA et l'IA après nous recrache quelque chose qui apportera plus de valeur ajoutée. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, l'IA a changé pas mal de choses, en particulier sur la réalisation de vidéos, sur la création de contenu. Toi qui es vraiment un expert là-dessus, parce que ta chaîne YouTube de mémoire, il y a quasiment 280 000 abonnés. Donc moi, je regarde toujours avec grand plaisir tes vidéos parce que je trouve qu'elles sont très, très simples, très explicatives et vraiment elles expliquent comment faire de manière simple. Est-ce que toi, tu as changé ta manière de faire avec cette infocalypse qui a été un petit peu liée à l'arrivée massive de l'IA générative? Est-ce que tu fais des formats courts? Est-ce que tu fais des formats longs? Est-ce que tu fais des formats très longs? Dis-moi un petit peu quel est ton retour d'expérience là-dessus. Alors moi, je suis resté sur des formats relativement longs parce que j'ai remarqué que ces formats longs, au final, apportaient des prospects plus qualifiés sur mes plateformes. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, on peut dire que les formats courts peuvent avoir plus de succès, effectivement, s'ils sont viraux, mais c'est pas forcément un succès qualitatif. C'est-à-dire qu'on aura finalement peut-être plus d'engagement de vues, mais c'est des gens qui ont juste consommé un contenu pendant 10-15 secondes, peut-être un peu plus, et puis qui ne seront pas finalement beaucoup exposés à quelque chose de profond, et qui vont vite switcher sur la prochaine vidéo de 15-30 secondes, et puis on aura juste été Ils auront tout finalement, oublié. ils auront tout oublié. C'est ça le point. Donc, en fait, c'est vrai que le paysage, on va dire, de contenu a beaucoup évolué. On en parlait juste avant cette interview. Et aujourd'hui, pour fidéliser une audience, c'est quand même devenu beaucoup plus, d'une part, compétitif, mais c'est pas seulement une compétition entre peut-être différents créateurs de contenu, c'est finalement aussi une compétition de garder les gens avec soi dans un même contenu. Et c'est un jeu à somme nulle, hein. Une fois qu'ils sont attentifs à quelque chose, ils oublient tout le reste. Et pour les garder aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une habitude avec les contenus très courts, notamment TikTok, les Reels, etc. Euh, eh ben, il faut faire du contenu où il y a un changement, je dirais, drastique avec de l'ASMR, donc avec du son derrière, etc., et un montage beaucoup plus agressif. Avant, je faisais des changements toutes les 5 à 6 secondes. Aujourd'hui, c'est toutes les 2 à 3 secondes, et je gage que dans peu de temps, il faudra presque faire toutes les secondes une rupture pour les garder. Et encore une fois, là, je parle de contenu enfin, ça, c'est du contenu pour moi qui est finalement peu qualitatif parce que si on veut éduquer les gens, et puis mes contenus sont principalement des contenus d'éducation, ben, c'est compliqué de mélanger les deux, à la fois de faire un contenu qui soit vraiment éducatif avec de la valeur dedans, et puis de l'autre qui font rester le spectateur qui est atteint comment on dit, de scrollite aigu. Celui-ci, à la limite, on n'en a pas forcément besoin. Donc voilà un petit peu mon avis là-dessus. Moi, j'essaie de rester sur des formats relativement longs et qualitatifs. Puis je sais que sur le long terme, finalement, ça m'apporte plus de clients euh, et peut-être moins de vues au début, mais ça, c'est pas grave. Moi, c'est Ouais, pas mais c'est vrai forcément que je te rejoins là-dessus. Moi, il y a encore pas plus tard que hier, j'étais avec donc une alternante qui me disait, mais 45 minutes, mais qui va regarder? Je dis, mais ou un article de blog qui fait 10 minutes de lecture. Je dis, mais qui va regarder? Qui va lire jusqu'au bout? Je me dis, mais comment veux-tu mettre dans 500 mots de texte, comment tu veux mettre dans 500 mots de texte autant de valeur pour prouver ton expertise? C'est extrêmement dur dans 500 mots, ou alors il faut vraiment rédiger, il faut apporter énormément de valeur. Pareil, dans une vidéo de TikTok qui dure 1 minute 20, tu donnes de l'inspiration, tu donnes d'un tips, mais tu vas pas pouvoir imposer ou expliquer quelque chose, tu donneras un extrait. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est consommer et vite digéré et c'est vite oublié. Et ça, malheureusement, dans le monde actuel, bah, où tu passes d'une vidéo à l'autre, les gens se souviennent même pas où ils t'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que les formats longs, même j'ai vu que tu avais un ou deux formats qui étaient à 2 heures, quasiment, qui est pas d'interview, hein, c'est de la vidéo. 2 heures, c'est assez énorme. Ta vidéo qui avait sur le guide marketing digital 2025, il dure 2h09 et il a
213 000 vues, ce qui est assez énorme. Donc ça montre bien que là, même si c'est long, ça apporte de la valeur, et c'est là en fait que tu vas convaincre de ton expertise, et les gens vont se dire, mais waouh, il est super bon, Steph, il faut absolument que je travaille avec lui, quoi. C'est exactement ça, c'est ces contenus longs qui, en ce qui me concerne, qui fonctionnent le mieux. Ouais. Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que YouTube, beaucoup de gens l'utilisent comme lecteur de podcast, c'est-à-dire qu'ils enclenchent YouTube, ils écoutent, mais derrière, ils ne sont pas tout le temps en train de Bah, c'est ce que je regarder. fais. Moi, quand j'ai un travail de saisie informatique, parce que c'est ce que je disais à ma fille. Ma fille, en fait, qui est en sixième, en France, c'est le collège. Ça veut dire En fait, quel âge, la de fille? 11 ans, on va dire 11 D'accord, ans. ok, merci. Donc 11 ans, tu vois, le mercredi après-midi, ils n'ont pas cours. Donc en fait, elle est à la maison et je lui dis, bah, tu fais 1 heure et demie de devoir, 1 heure et demie de vidéo. Bon, enfin, normalement, je lui dis 45 minutes, ça suffit largement. Elle me dit, non, non, moi, je préfère 1 heure et demie. Bon, c'est pas pour travailler, mais bon, voilà. Bref, peu importe sur cette attention-là. Et elle était en train de faire ses devoirs en regardant la télé. Mais je dis, mais attention, tu es en train ton attention, elle va partir de l'un à l'autre. Et c'est vrai que quand tu n'es pas attentif à 100%, c'est moins bon. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand je fais un travail Excel, copier-coller, etc. Je mets une petite vidéo ou un podcast, alors en vidéo en format 144 pixels pour pas consommer trop d'énergie, ou je le télécharge et je l'écoute comme ça. Et c'est vrai que ça me permet d'écouter en 1.25 des trucs à valeur ajoutée où tu rentres vraiment dans le fond. Parce que le problème de la petite vidéo, c'est vrai que c'est sympa pour scroller, mais ça n'apporte pas de la valeur. Voilà. Exact, c'est ça. Au final, il faut choisir. Soit on apporte de la valeur, soit on divertit. Pour divertir, du contenu court, ça va très bien. C'est un autre métier, je pense. Et puis, puis voilà. Ouais. Alors justement, si on veut en savoir plus sur un contenu long, à valeur ajoutée, tel que ton livre, sur quelle adresse on va, où on l'achète et quel est le tarif? Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies, en ligne, hors ligne. Moi, je recommande quand même en général de privilégier plutôt les librairies physiques de votre quartier, de ton quartier, puis d'acheter 2 livres aussi. C'est un peu self-serving, mais un pour soi, puis un autre à offrir, peut-être pas à son concurrent direct, par contre. Mais on le trouve un peu partout. Et le prix, c'est vrai que c'est 25 euros, mais ça dépend des pays, parce qu'il est 25 euros en France, mais chez nous, par exemple, en Suisse, c'est beaucoup plus cher. Donc si pour les Belges ou les Québécoises ont peut-être un tarif différent. C'est la mondialisation. C'est ça. Bah, merci pour toutes ces informations. Si on veut retrouver tes aventures, on va sur quel site internet et sur quelle chaîne YouTube? Parce que j'ai parlé donc de Stratège Marketing, qui est ta chaîne locomotive. Donc vous tapez Stratège Marketing et vous verrez la chaîne de Steph. Ça. Et il y a ton site internet également. Je te laisse peut-être le rappeler. Oui, il y a stephanlendy.com qui va bientôt être d'ailleurs un peu modifié, qui n'est pas un vrai site internet en soi. Mais sinon, vous me trouvez sur LinkedIn sans problème. Ok. Bon, bah, merci pour toutes ces informations, Steph, et à très bientôt. Merci Fred, merci à toi et merci de m'avoir reçu. Bah, c'était un grand plaisir. Et donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos remarques sur le livre et ce que vous en avez pensé. À bientôt.